Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle web émission Artiste-Auteur, un statut aujourd'hui dédié aux droits d'auteur. Alors je sais qu'on est dans une période un peu particulière avec le confinement, mais écoutez, autant passer ce confinement ensemble et je crois qu'aujourd'hui on est bien content d'avoir déployé cette web émission pour pouvoir continuer à communiquer ensemble par voie du coup dématérialisée. Alors aujourd'hui nous sommes en présence de Nicolas Bronzeau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas, tu es maître de conférence à l'université Aix-Marseille et tu es spécialisé en propriété intellectuelle. Tu seras notre expert. Marion Bertonneau, bonsoir Marion. Bonsoir. Aujourd'hui, tu représentes l'ADAGP, dont tu vas nous parler plus en détail juste après. Et nous sommes ravis que l'ADAGP soit parmi nous ce soir, car l'ADAGP est l'un des partenaires et des premiers partenaires de ces vidéos live. Et c'est grâce à vous aussi que la web émission est possible. Et nous sommes avec Sébastien Cosset. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tout le monde. Alors, on va démarrer le petit tour de table. Sébastien, on va commencer par l'auteur, hein, on démarre toujours les vidéos live de cette façon. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer quelles sont tes pratiques et tes activités créatives? Alors, moi, je m'appelle Sébastien Cosset, mais je suis connu sous le nom de Carasquette, qui est un duo d'auteurs avec ma femme Marie Pompuy. On travaille en tant que dessinateur pour plein de choses différentes, pour la bande dessinée, pour des livres pour enfants. On travaille aussi dans le dessin animé comme auteur graphique. On travaille aussi avec des agents dans la publicité, dans la com, la presse. Bref, en gros, quand on est dessinateur et qu'on a envie d'en vivre, il faut faire plein de choses pour, pour y arriver. Et donc, et c'était quoi la question? Non, simplement, voilà, tu viens d'y répondre parfaitement. Tu as présenté tes diverses activités. Je vais passer du coup à Marion. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la DAGP d'abord pour les personnes qui ne connaîtraient pas? Alors, l'ADAGP, c'est la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques. Donc, c'est un organisme de gestion collective de droits d'auteur, donc qui perçoit et qui répartit des droits d'auteur aux membres donc du coup de la société. C'est une société civile à but non lucratif, donc on fait pas partie de l'État, on n'est pas un établissement administratif, on est vraiment une société civile, mais on a un agrément du ministère de la Culture et on est contrôlé par la Cour des comptes. Voilà. Est-ce que je rentre un peu plus dans le détail ou... Écoute, c'est déjà un premier panorama, puis on va rentrer dans le cœur du sujet de la gestion collective un peu après, parce qu'il y a beaucoup de questions, et surtout en ce moment, on trouvait ça vraiment important qu'on explique ce qu'est la gestion collective, ce que sont que les droits collectifs, parce que c'est une partie des droits souvent que les artistes-auteurs ne connaissent pas ou peu, et voilà, il y a vraiment un besoin d'information qu'on veut faire sur le sujet. Nicolas, est-ce que tu peux nous résumer un peu ton activité, toi, par rapport à la propriété intellectuelle? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment tu connais les textes? Alors moi, je suis donc enseignant-chercheur, à Aix-Marseille Université et j'ai fait une thèse en propriété intellectuelle, il y a une petite dizaine d'années maintenant et donc j'enseigne et j'enseigne la propriété intellectuelle depuis lors et puis, j'ai aussi une activité de recherche donc j'écris des articles, je participe à des colloques ou à des ouvrages collectifs, sur, un certain nombre de thématiques en lien avec la propriété intellectuelle et le droit des contrats. Alors, je travaille un peu sur le droit d'auteur, je travaille un peu sur d'autres droits de propriété intellectuelle aussi. Voilà, je suis une sorte de généraliste, du droit de la propriété intellectuelle, à l'université. Nous allons donc faire une consultation ce soir tous ensemble. Sachez qu'il y a, comme d'habitude, sur le chat, la possibilité de poser vos questions. Et là, nous avons un ensemble d'experts qui va permettre de répondre précisément. Je pense que vous avez beaucoup de questions sur les sujets de droit moral ou de droits patrimoniaux. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Sébastien, toi, est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as su ce qu'était le droit d'auteur? Comment tu as été informé, en fait, de tes droits? Alors, pas à l'école. Tu as fait une école d'art? J'ai fait. Alors, je vais prendre. J'ai un Super. micro un peu nul. J'ai fait une école d'art. J'ai fait les arts appliqués, Olivier de Serres. Et donc, j'avais plein de cours, mais pas de cours là-dessus. Peut-être que j'aurais fait des études spécifiquement de bande dessinée, j'aurais eu. Je sais qu'il y a des formations qui donnent des conseils. Sur le droit d'auteur, moi, la première fois où j'ai été confronté, c'était quand j'ai dû signer mes premiers contrats. Bon, bah, bien sûr, les premiers contrats, on les lit à peine. On est trop content, on les signe, on fait le livre.
Et puis après, quand on commence à essayer de vivre du fait d'être auteur, là, on s'intéresse un tout petit peu plus. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être de commencer à travailler avec ma femme assez vite. Et elle est très curieuse de ces choses-là. Et donc, c'est aussi elle qui m'a permis de m'y intéresser. J'ai pas eu de formation, j'ai rien eu du tout. Les premières fois où vraiment j'ai commencé à essayer de négocier mes contrats et à essayer de comprendre qu'est-ce qui correspondait à nos droits, c'était quand il y a eu le Snack BD qui a commencé. Je m'y suis intéressé, j'y ai participé et je me suis dit mais en fait c'est vrai qu'on peut participer, on peut réagir, on peut essayer de négocier. Mais pour moi, c'était quelque chose. C'est un peu le droit d'auteur. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été créé pour les auteurs, pour les protéger en fait, et que ça s'est un peu retourné contre nous. C'est-à-dire que le souci, c'est que ces droits-là, on les cède. On les donne gratuitement, sans compensation, et en plus sur une durée qui est complètement ridicule, quoi. Enfin, c'est complètement, c'est plus lié à aucune pratique. 70 ans après notre mort, les éditeurs, enfin, les gens avec qui nous on a signé ne travaillent plus déjà chez les éditeurs 3 ans après, donc 70 ans après notre mort, donc c'est assez étrange de se rendre compte qu'en fait on a des droits, mais que on nous dit oui, mais tu as le droit moral, tu peux dire ce que t'aimes pas, tu peux aller râler, mais en fait qui le fait et pourquoi? Enfin, jamais. Et qu'en fait c'est des droits, c'est des droits que on en est assez vite dépossédé, parce que dès qu'on veut faire un livre, ou autre chose, on les cède, on les donne, on n'est même pas payé pour. Et donc moi j'ai un peu cette impression que c'est quelque chose qui manque un verrou, en tout cas, qui manque quelque chose. Et puis qui nous aide pas vraiment, quoi, qui est pas que positif. En tout cas, qui n'est pas suffisant, peut-être qu'on pourrait dire, parce que il y a des textes, n'est-ce pas, Nicolas? Est-ce que tu peux peut-être revenir, on va avoir une vidéo explicative, mais sans rentrer trop dans les détails, sur toi, de ton point de vue de chercheur, à quel point le droit d'auteur est protecteur dans les textes? Alors, c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre chez Sébastien, et ça rejoint effectivement la question qui est posée. Il n'est pas contestable, d'un point de vue purement juridique, j'entends, que le droit d'auteur tel qu'on le connaît aujourd'hui est tout de même un droit qui a été pensé, qui a été construit pour être très favorable aux auteurs et pour être très protecteur vis-à-vis des auteurs. L'idée, elle est très simple. Quand un auteur contracte avec un éditeur ou avec n'importe quel autre cessionnaire de droit, n'importe quel autre exploitant, on considère que l'auteur est une partie faible. Un peu comme on le trouve en droit du travail, où on va considérer que le salarié est structurellement, nécessairement en position de faiblesse par rapport à son employeur. Donc le droit d'auteur, en France, il a été vraiment construit suivant cette idée-là. Et il y a tout un tas de règles, tout un tas de principes, tout un tas de règles très techniques qui reflètent cet état d'esprit général, qui est que on doit toujours s'efforcer de protéger l'auteur à travers tout un tas de mécanismes, l'obligation de rédiger un écrit, l'obligation de mentionner précisément tous les droits, l'obligation de prévoir une rémunération proportionnelle en cas d'exploitation des droits, etc., etc. Tout autant de mécanismes qui permettent normalement de s'assurer que l'auteur est bien conscient des droits qu'il possède, qu'il est bien conscient des droits qu'il transfère à son partenaire ou à son co-contractant,
et qu'il sera associé d'une façon ou d'une autre au succès de l'exploitation, si succès il y a. Maintenant, ça, effectivement, c'est, je dirais, la volonté du législateur, c'est l'idée suivant laquelle le droit est construit, et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Or, force est de constater qu'il suffit d'écouter les auteurs pour se rendre compte qu'en pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que, alors évidemment, on peut toujours dire que les textes, sur certains points, sont défectueux, qu'il y a certains mécanismes qui ne marchent pas ou qui devraient mieux fonctionner, mais en réalité, je pense que c'est plus un problème de mise en œuvre effective des droits qui existent et qui sont reconnus et qui devraient être reconnus au profit des auteurs. Merci pour cette explication, Nicolas. Marion, est-ce que dans cette constellation de droits, tu peux nous expliquer ce que c'est que la gestion collective? Parce qu'il y a des droits individuels qu'on connaît, mais on connaît moins les droits collectifs. Effectivement, en fait, il y a deux gros profils d'artistes chez nous. On a par exemple les sculpteurs, les peintres, etc., qui, eux, adhèrent à la DAGP à la fois pour leurs droits de reproduction, de représentation, leurs droits de suite. Là, j'avance un peu par rapport à la vidéo explicative, mais en fait, on gère donc droits de reproduction, droits de représentation, droits de suite et les droits collectifs. Et en revanche, pour d'autres artistes, spécifiquement les auteurs BD, certains photographes et les auteurs jeunesse, les illustrateurs jeunesse, on ne gère que leurs droits collectifs. Pourquoi on ne gère que le droit collectif? Parce que justement, les droits de reproduction et de représentation sont en fait, la plupart du temps, cédés à l'éditeur. Donc maintenant, je viens... Que sont les droits collectifs? En fait, ce sont des droits à rémunération prévus par la loi lorsque l'artiste ne peut pas faire valoir ses droits directement. Par exemple, l'artiste est dans la capacité de savoir si ses livres sont achetés et vendus, si ses livres sont prêtés en bibliothèque. Il ne peut pas savoir non plus si son œuvre a été photographiée et si elle se retrouve sur le disque dur d'un téléphone, etc. Il a l'incapacité de savoir tout ça. Donc, la loi a prévu un droit à rémunération qui en fait indemnise l'auteur pour toutes ces utilisations dont il n'a pas connaissance et qu'il n'a pas autorisées. Et donc, c'est extrêmement varié. On a le droit de prêt en bibliothèque, on a le droit de reprographie, donc tout ce qui est photocopie. On a le droit de retransmission TV par câble, satellite, ADSL, etc. Et on a aussi tout ce qui est copie privée. Donc là, c'est tous les supports d'enregistrement. Donc, ça va de la clé USB à l'ordinateur, au téléphone, au smartphone, etc. Merci beaucoup, Marion, pour ces précisions. Vas-y, tu voulais... J'ai quelque chose de très important. Donc, du coup, j'ai sorti des petits chiffres pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente. Donc, pour nos auteurs BD, ça représente environ 1300 € par an. Donc, ils n'ont rien... Enfin, en adhérant à la DAGP... En moyenne, tu veux dire, c'est ça? En moyenne, confondu hommes-femmes, 1300 € pour les auteurs BD par an de droits collectifs. Donc, ils ont juste à adhérer en faisant un chèque de 15,24 € à la DAGP et ils perçoivent 1300 € en moyenne. Pour les auteurs jeunesse, enfin les illustrateurs jeunesse, c'est 1213 € la moyenne. Donc, un tout petit peu en dessous. Et nous avions travaillé avec la DAGP, d'ailleurs, sur les inégalités hommes-femmes, oui. Y compris sur ces questions de droits collectifs qui sont très intéressantes parce que, de fait, on constate, de manière assez étonnante, on se l'était dit, que sur la gestion collective, on a aussi des différentiels de rémunération hommes-femmes. Sébastien, est-ce que tu as une réaction sur la gestion collective? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose que les auteurs connaissent assez? C'est un peu comme tout, en fait. Les auteurs, à moins de vraiment s'intéresser et être très, très, très curieux et d'être très, très curieux et en fait, on est au courant de rien. Donc, c'est des choses qui, à force, on finit par en entendre parler et on s'y intéresse. Moi, je sais que on était avec Marie, on n'était pas au courant que ça existait. Elle a été beaucoup plus au courant que moi plus rapidement. Et on a fini par adhérer à une autre société qui n'est pas la DAGP. Et justement, d'où ma question, est-ce qu'on peut adhérer à plusieurs sociétés de gestion collective ou est-ce que c'est redondant ou est-ce que vous... Oui, ça c'est intéressant. Comment ça se passe? C'est peut-être une question. Oui. Parce qu'en fait, on nous a dit une chose, c'est que par exemple, pour toucher des
ces droits. Par exemple, quand on fait une œuvre collective avec d'autres auteurs, il faut qu'on soit tous à la même société, inscrits à la même pour Je sais pas pouvoir si c'est exact ça. nous, c'est ce qu'on nous avait dit à l'époque, c'est qu'il fallait qu'on soit. On peut pas, pouvait pas y avoir par exemple quelqu'un à la DAGP et quelqu'un à la SAIF, ça marchait pas. Il fallait qu'on soit tous dans la même. Bon, je ne sais pas si Marion a des réponses précises sur ce sujet-là, mais en tout cas sur le périmètre des différents organismes de gestion et comment on fait pour choisir quelque part, voilà. Alors, je n'ai pas l'info là, à savoir si vraiment il faut être absolument au sein de la même. En tout cas, la DAGP, la seule société qui a exactement la même amplitude, qui gère exactement les mêmes droits, c'est effectivement la CEF que vous citez. Mais les autres sociétés ne gèrent pas tous les droits collectifs. On a par exemple la SOFIA avec le droit de prêt, etc. Et donc c'est pas forcément incompatible. Ça dépend lesquels. Évidemment, si vous adhérez à la CEF, vous pouvez pas adhérer à la DAGP et inversement. Mais par contre, vous pouvez tout à fait être membre à la fois de la DAGP et à la fois de la SOFIA, parce qu'on a des accords entre nous, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Très bien. Eh bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces premiers éléments de réponse. Et puis, passons à Dessine-moi un statut, parce qu'on veut un statut et on a envie que Dessine-moi un statut nous explique ce que c'est que le droit d'auteur. Et cette semaine, c'est l'illustratrice Si qui s'en est chargée. Ouh là là, on fatigue avec le confinement. Émilie, dessine-moi un statut, s'il te plaît. Le droit d'auteur, c'est quoi ? Juridiquement, le droit d'auteur fait partie de la grande famille de la propriété intellectuelle. On le retrouve dans la branche de la propriété littéraire et artistique. Le droit d'auteur, c'est un monopole d'exploitation au bénéfice de l'auteur d'une œuvre de l'esprit. C'est la reconnaissance d'un droit particulier pour le créateur, celui d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de son œuvre. D'accord, mais alors, comment on définit une œuvre de l'esprit ? C'est une création qui doit réunir deux conditions. Être une création originale, c'est-à-dire porter l'empreinte de la personnalité de l'auteur ou de l'autrice. Être aussi une création de forme, c'est-à-dire ne pas être qu'une simple idée, mais être mise en forme et réalisée. Le droit d'auteur, vous l'aurez compris, c'est un droit très personnel, puisque l'on considère que l'œuvre est le prolongement de la personnalité de celui ou celle qui l'a créée. Le droit d'auteur a une particularité, c'est un droit bicéphale. Oui, il a deux têtes, qui se composent du droit moral et du droit d'exploitation. Le droit moral, c'est le droit de paternité. L'auteur peut exiger que son nom soit associé à son œuvre. Le droit au respect de l'œuvre. L'auteur peut contester toute modification qui dénature l'œuvre. Le droit de divulgation. Seul l'auteur peut décider du moment où son œuvre sera portée au public. Le droit de retrait. Un auteur peut décider de faire retirer du marché une œuvre publiée, mais devra dans ce cas indemniser l'exploitant de l'œuvre. Le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Autrement dit, le droit moral ne peut être exercé que par l'auteur de l'œuvre ou ses héritiers. Le droit moral n'a aucune limite dans le temps et ne peut pas être cédé. Le droit d'exploitation, c'est un droit patrimonial. Autrement dit, l'auteur peut céder le droit d'exploiter son œuvre à un ou des tiers en contrepartie d'une rémunération sur les ventes. Le droit d'exploitation, c'est un droit de reproduction qui permet la fixation matérielle de l'œuvre, un droit de représentation qui permet la communication de l'œuvre au public. Quand un auteur signe un contrat d'édition, par exemple, il va céder à un tiers un ou plusieurs droits d'exploitation. Le droit d'auteur comporte aussi des exceptions qui visent à préserver un équilibre entre les intérêts de l'auteur et ceux du public. Par exemple, dans le cadre de l'exception pédagogique, les enseignants peuvent reproduire une œuvre sans l'autorisation de l'auteur ou l'autrice si l'objectif est d'étudier cette œuvre avec leurs élèves. Le droit d'auteur, c'est encore beaucoup d'autres subtilités. Mais voilà pour les grandes lignes. C'était Dessine-moi un statut. Merci Si pour cette vidéo. Alors maintenant, vous en savez plus sur les droits patrimoniaux, le droit moral, et ça vous donne une idée générale de comment fonctionne notre droit d'auteur. Nicolas, on a cette question qui revient très souvent, c'est celle de faire valoir nos droits. Et il y a une question dans le chat que je vais donc vous lire, qu'on m'a transmise, qui est « Le droit d'auteur est très protecteur. Le problème n'est-il pas que pour faire valoir le droit, il faut qu'on aille en justice ? Oui, les auteurs gagnent quasiment tout le temps. » Oui,
La réponse, très clairement, est oui. Et d'ailleurs, on l'avait évoqué un petit peu avant cette émission. Si on part du principe que les textes sont globalement très protecteurs et que lorsqu'on applique correctement les textes, les auteurs ne devraient pas être lésés dans leur relation contractuelle, effectivement, la réponse simple, c'est de dire dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller en justice? Pourquoi ne pas faire valoir ses droits en justice? Ça vaut pour les auteurs comme tout un tas d'autres parties réputées faibles dans des relations juridiques. Hein. Je pense par exemple aux consommateurs, etc., etc. Mais c'est vrai que autant pour un consommateur, il y a des moyens simples, économiques, de faire valoir ses droits de façon effective en justice. Pour des salariés, c'est pareil. Hein, on a des mécanismes qui permettent de faire valoir ses droits de façon relativement, je ne dirais pas facile, c'est jamais facile, mais en tout cas, on a moins de difficultés sans doute à franchir le pas. Et pour les auteurs, il est vrai que sans doute qu'ils se trouvent parfois un peu démunis et que oser franchir le pas, initier une procédure, c'est très compliqué pour tout un tas de raisons. C'est compliqué parce que ça coûte cher, c'est compliqué parce que c'est risqué, c'est compliqué parce qu'on risque aussi de se mettre à dos certains intervenants ou certains opérateurs de la profession et ensuite derrière de plus avoir de boulot. Donc effectivement, cet aspect-là est un aspect important. Il y a sans doute un travail d'information en amont, etc., évidemment, pour que les auteurs sachent ce à quoi ils ont le droit, ce qu'ils ont la possibilité de réclamer. Mais ensuite, si on ne franchit pas l'étape qui suit, l'étape du litige, on peut sans doute manquer certaines, comment dire, on peut ne pas réussir à obtenir gain de cause et les droits resteront finalement inappliqués. Est-ce qu'il faut peut-être... Pardon, tu veux réagir, Marion? Oui, je voudrais juste préciser qu'avant l'action en justice, il y a aussi la possibilité d'adresser des mises en demeure, en courrier recommandé, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger parce qu'on a beaucoup de litiges qui se résolvent justement suite à l'envoi d'une mise en demeure. Donc, quand on rappelle le texte applicable, etc., ça peut fonctionner et on a vraiment eu des cas, parce que du coup, au service juridique, on aide aussi les artistes, même s'ils sont membres uniquement pour le droit collectif, ils ont accès au service juridique et du coup, on les conseille sur leur mise en demeure, etc. Et on a eu quand même des exemples de cas qui se résolvent comme ça. Et aussi, après, par rapport à l'action en justice, on a aussi une possibilité d'aide juridictionnelle. Donc, c'est vraiment important de se renseigner auprès du tribunal pour savoir si on peut bénéficier d'un avocat gratuitement ou au moins d'avoir un paiement partiel des honoraires de l'avocat. Voilà. Oui, sachant que je confirme ce que tu dis, Marion, à la Ligue. Ces derniers temps, il y a eu beaucoup de requêtes d'auteurs et d'autrices très désarçonnées. Et pour le coup, la Ligue est rentrée vraiment dans un dispositif de mise en demeure, d'aider des adhérents sur des mises en demeure. Et c'est vrai que parfois, un rappel à l'ordre est suffisant. Parfois, hélas, il ne l'est pas parce que le rapport de force est tellement disproportionné que le contentieux arrive à être potentiellement la seule solution. Donc, c'est des vraies questions à se poser. Et on fait d'ailleurs une veille de toutes les jurisprudences sur le sujet pour essayer de montrer comment les jurisprudences aussi construisent le droit et parfois ont des interprétations très intéressantes sur la façon dont la justice tranche un certain nombre de contentieux. Alors, le droit d'auteur, on l'a vu, c'est un droit de propriété, hein, c'est un droit de propriété intellectuelle, donc qui assure comment dire, un certain nombre de garde-fous, en principe en tout cas, hein, dans les textes, pour l'exploitation de ces droits. Mais la question, c'est souvent aussi ce qui se passe avant que justement il y ait cette exploitation et qu'il y ait le contractant, notre contractant qui va exploiter une œuvre qui va être diffusée, qui va être commercialisée et sur laquelle on va recevoir une rétribution. Et avant, nous, on travaille en fait, on est en train de créer. Sébastien, toi, comment tu vois ça? Comment tu vois la question de la rémunération avant, pendant qu'on est en train de créer, et puis après sur l'exploitation des œuvres? Alors, c'est vrai que nous, ayant un statut qui fait que nous n'avons pas de chômage et on n'a pas d'intermittence qui permet d'avoir cette espèce d'espace tampon qui nous servirait à passer d'un projet à l'autre en prenant du temps pour réfléchir à ce qu'on va faire et à ne serait-ce que préparer un dossier pour un éditeur. Tout ça, on le fait en flux tendu, en finissant un autre livre. On essaie de
de se servir des quelques sous qu'on a eu avec le livre d'avant pour passer à celui d'après. Et bien sûr, en n'ayant aucune pause et aucun break, parce que sinon, c'est la cata. Ce qui me pose problème, moi, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire que c'est des avances de droit et que quand on cède nos droits, on les cède. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés par l'éditeur. Alors, bien sûr, il y a certains éditeurs avec qui on peut réussir à avoir ce qu'on appelle du fixe, c'est-à-dire des minimums garantis. Voilà, qui ne sont pas remboursables. Mais pour ça, il faut déjà être dans le métier, il faut avoir une certaine stature, il faut déjà avoir un peu des ventes et des choses à faire valoir vis-à-vis de l'éditeur. Ça ne se passe pas comme ça. Alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus le cas quand, par exemple, chez Dupuis, comme il y avait des magazines de bande dessinée, les auteurs travaillaient en tant que... je crois même qu'ils étaient pigistes, enfin en tout cas, ils travaillaient pour le magazine, et ensuite, quand ils faisaient des bandes dessinées, c'était un autre contrat, mais ils avaient déjà été payés pour la création. On n'est pas payé, nous, pour la création de nos œuvres. On est payé pour l'exploitation. Donc, tout ce temps de création, c'est quelque chose qu'on donne, quoi. Qu'on donne à l'éditeur et qui fait que nous, la plupart du... Enfin, quand on met du temps, par exemple, à faire un livre, et que le livre est conséquent et qu'on n'a pas des avaloirs qui sont assez grandes, on va être obligé de prendre un travail à côté, par exemple, et ça va faire que le livre va prendre encore plus de temps à être fait et que on s'y retrouve pas, quoi. Ça, c'est comme une espèce de cercle vicieux où c'est perdant, parce qu'on n'est pas en train de travailler, on n'est pas en train de faire ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on a envie de faire, c'est son livre. Si on pouvait avoir déjà au départ la reconnaissance que de créer des projets, ne serait-ce que de faire le dossier qui va nous servir à faire le livre vis-à-vis d'éditeurs soit déjà rémunéré, et de penser que notre temps de travail devrait être rémunéré comme un travail, pas comme une gestion ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est une gestion de droit, quoi. Parce que ce qu'on vend, en fait, ce qu'on vend, ce que l'éditeur nous donne, c'est une part de l'exploitation qu'il fait de notre travail, mais pas, lui ne nous paye pas pour ce travail. Ouais. Je crois que c'est un bon résumé sûrement des tensions et des enjeux actuels aussi, puisque c'est vrai qu'en bande dessinée, on en a beaucoup parlé dans ces lives, mais on était sociologiquement aussi dans une population qui était parfois salariée et puis qui avait des contrats de cession en plus, ou alors qui travaillait à la commande de manière rémunérée en fixe, comme tu l'as si bien dit. Nicolas, qu'est-ce que tu penses de ça, de cette parole? Parce que toi qui es spécialiste en propriété intellectuelle, comment s'articule la phase de création et puis après l'exploitation aux yeux du droit? Aux yeux du droit, il y a vraiment une distinction très nette. Effectivement, comme Sébastien l'a très bien dit, là, le droit d'auteur, il est conçu comme une rémunération. Enfin, la mécanique de rémunération basée sur le droit d'auteur, c'est une mécanique qui est basée sur la rémunération par l'exploitation. Et donc, en théorie, si on en fait une lecture vraiment très, très stricte, si l'exploitation rapporte 0, l'auteur gagne 0. Tout le monde, personne ne gagne. Donc, tout ce qui se situe en amont, ça intéresse les auteurs, évidemment, et très légitimement, mais ça n'intéresse pas véritablement le droit d'auteur à proprement parler. Le droit d'auteur, lui, il a vocation à intervenir quand on a une œuvre. Et tout ce qui précède finalement la réalisation de l'œuvre, qui est un véritable travail, effectivement, si on sort du cas de la création salariée ou de la commande rémunérée, le droit d'auteur, lui, malheureusement, là-dessus, il n'a rien à y voir parce que, par définition, il n'existe pas encore.
Le droit d'auteur, il existe à partir du moment où l'œuvre, elle pour faire est... simple, où on va dire où l'œuvre est achevée, même si c'est un poil plus compliqué que ça, mais enfin l'idée c'est celle-là, quoi. Oui. À Marion, tu as une réaction peut-être là-dessus ou Franchement, j'ai rien de plus. C'était très bien expliqué. J'ai rien D'accord. plus à ajouter. Très bien, très bien. C'est un peu comme si les œuvres étaient arrivées comme ça, pouf, d'un coup. Mais c'est ça, comme si on était, il n'y Voilà. avait que des œuvres préexistantes. C'est ça, Oui. et que Mais des non. auteurs morts. Voilà. En fait, la rémunération par le droit d'auteur est une rémunération qui est complètement décorrélée du travail fourni. Alors, si on fait un traité de droit d'auteur et de propriété intellectuelle qu'on met 8 ans ou 10 ans à écrire, s'il se vend à 100 exemplaires, la rémunération, elle sera assez vite réglée. Et de la même façon, si dans un instant de génie, je crée une œuvre picturale qui, pour une raison qui m'échapperait, serait exploitée de façon très profitable, je gagnerai, j'aurai une rémunération importante, alors qu'en temps de travail, ça n'a quasiment rien représenté. Tout à fait. Donc, quand on est sur la question du droit d'auteur au sens large, on est vraiment sur la question de ce qu'on appelle la répartition de la valeur, hein, qui est une question évidemment très importante en plus de celle de nos conditions de création. Et là-dessus, Nicolas, est-ce que juridiquement, il est possible, il serait possible, ou il existe déjà des verrous pour garantir une rémunération juste ? Alors, il existe effectivement un certain nombre de mécanismes qui permettent de garantir d'une façon ou d'une autre qu'on perçoit une rémunération juste, mais j'aurais presque tendance à mettre un guillemet à juste. Le principe fondamental en la matière, c'est celui de la rémunération proportionnelle. Donc l'idée, là derrière, c'est de dire, il faut impérativement que si l'exploitation est un succès, l'auteur doit être associé à ce succès. Mais d'une certaine façon, c'est dire que finalement, l'auteur prend le risque, lui aussi, de l'insuccès, hein, puisque qui dit rémunération proportionnelle, dit si exploitation très faible, qui génère des revenus très faibles, les revenus de l'auteur seront eux aussi très faibles. Mais au moins, dans le cas où on a une exploitation à succès, l'auteur a de cette façon-là l'assurance d'être associé à ce succès et à la large diffusion de son œuvre. Alors après, le piège du principe de rémunération proportionnelle, c'est qu'on exige une rémunération proportionnelle, mais le taux, en revanche, n'est pas imposé par les textes. Alors on se réfère du coup aux usages des professions, aux usages des différents secteurs littéraires, etc. Mais on peut très bien imaginer une rémunération proportionnelle dont le montant est extrêmement faible. Et ça, légalement, ça n'est pas interdit, si ce n'est quand on en arriverait au stade d'un pourcentage tellement faible qu'en réalité, ça s'assimilerait à une absence de rémunération. Mais ça, c'est vraiment le mécanisme qui est censé garantir une rémunération équitable des auteurs, sauf que voilà, la limite du mécanisme, c'est la hauteur du taux, et là, c'est le pouvoir de négociation, on retombe sur cette idée du pouvoir de négociation des auteurs. Oui, parce que très concrètement, nous, je le dis en toute transparence, hein, on voit de plus en plus de contrats avec 0,5%, 1% de rémunération proportionnelle, avec parfois des auteurs et autrices qui n'ont touché aucun avaloir, ou alors qui ont touché des avaloirs, on va dire de 500 ou de 1000 euros. Donc la question de la rémunération, qu'elle soit avant ou après, c'est vrai qu'elle se pose aujourd'hui de manière assez dramatique. Sébastien, est-ce que tu peux revenir un peu, toi, peut-être sur ton parcours en tant qu'expérience personnelle, sur ces questions finalement de rémunération dans ton quotidien? Alors, moi, pour la rémunération, il se trouve que quand on a commencé à travailler avec Marie, C'est bien. j'ai très très vite, et ça a été, on n'a pas forcément cherché à le faire, mais on a rencontré des agents. Et c'était pas du tout des agents pour l'édition, c'était des agents pour la publicité. Donc on est rentré dans une agence qui nous suit encore, et on travaille encore avec eux 20 ans après. Et donc assez vite on a compris l'intérêt d'être représenté et de négocier.
Et on n'a pas été représenté dans le monde de l'édition pendant des années et des années, parce que c'était des choses ça ne se faisait pas, et puis c'était à nous de nous débrouiller. Et voilà. Donc on y allait avec notre bonne volonté, avec ce qu'on avait comme argument et notre compréhension des textes. Après, en effet, on a eu l'aide des aides juridiques avec le SNAC, donc, et c'est vrai que grâce à Internet, on a aussi pu plus échanger et se dire les choses les uns les autres, ce que la génération d'avant ne faisait absolument pas, parce que chacun avait son contrat dans son coin, personne ne savait à quelle sauce étaient mangés les autres. Et donc, voilà. Et donc, nous, on s'est rendu compte assez rapidement que parfois, pour avoir des choses vis-à-vis des éditeurs, il suffisait de les demander. Et donc, il y avait des choses assez simples qu'on n'avait même pas osé demander, et qu'il n'y avait même pas de négociation. Hein. Il suffisait de dire « Ah, j'aimerais bien qu'il y ait ça ». Ils disaient « Bah oui ». « Ah bah ok ». Et si j'avais pas demandé, je l'aurais pas eu. Il serait jamais venu me voir en me disant « Tu sais, tu pourrais demander ça ». Tu pourrais demander 10, tu pourrais demander beaucoup plus d'argent. Voilà, et tu pourrais faire ça, et puis tu pourrais avoir moins de. On pourrait ajuster ça. Et, non, ça vient pas d'eux. Et donc, bon, déjà il y a eu ça, et puis ce faisant, avec notre expérience, on a eu d'autres agents. On a eu des agents pour l'audiovisuel, on a eu des agents. Maintenant, on a des agents littéraires aux États-Unis, parce que quand on veut travailler aux États-Unis, on ne travaille pas sans agent, de toute façon. Et on a appris plein de choses. Donc, après, techniquement, je rentre pas dans je fais confiance aux gens qui me représentent, donc je ne vais pas non plus retour passer derrière. Et dernièrement, nos agents audiovisuels ont pris en charge nos négociations dans l'édition aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne cèdes pas tes droits audiovisuels à l'éditeur, c'est une gestion directe par l'agent. Oui, alors il y a ça. Non, mais même carrément, nos agents... Les droits littéraires. C'est eux qui gèrent nos contrats littéraires. Ah, donc, oui. Et ça, c'est assez nouveau. C'est plus ou moins bien pris suivant les éditeurs, mais en fait, moi, ma logique, c'est que les créatifs parlent avec les créatifs et que les gens d'argent parlent de gens d'argent, entre eux. Parce que de toute façon, nous, c'était du bouche à oreille, parce qu'on négocie avec des éditeurs qui sont, eux, des littéraires avec qui on fait des projets et qui nous font signer des contrats qu'eux-mêmes n'ont absolument pas écrits. Enfin, eux, ils sont tributaires du service juridique. Voilà, du service juridique qui leur disent bon, voilà, il va falloir que tu fasses passer telle clause, mon coco, parce qu'il y a ça, il y a ça à faire passer, et tu lui expliqueras bien que c'est comme ça. Et je me suis rendu compte en discutant avec des éditeurs qui étaient des amis, avec qui sont tout à fait bienveillants et qui veulent faire des projets avec nous, qui apprécient notre travail, en décryptant un peu des contrats avec le SNAC, je me suis rendu compte qu'eux-mêmes découvraient à quoi correspondaient les clauses qu'ils me demandaient de signer. Donc, je leur dis, mais tu sais que là, en fait, en signant ça, tu me demandes de faire ça. Ils me disent, non. Si, en fait, c'est ça. Je dis, ah bah non, tu vas pas le signer alors. Donc, il y avait ce côté, de toute façon, nous, on est quand même les moins bien placés pour se défendre nous-mêmes. Enfin, on arrive, on n'a pas fait des études de marketing, on n'a pas fait des études... Enfin, c'est pas pour rien. Quand on fait soit on écrit des romans, soit on fait des petits dessins. On a fait des études de dessin et tout ça. On n'est pas des gros requins de la finance. Donc quand on arrive en face d'éditeurs qui ont un service juridique blindé, qui nous disent c'est comme ça, on est quand même les moins armés du monde pour pouvoir négocier. Enfin, au départ, c'est juste ridicule. C'est qu'on est partie faible.
Et puis c'est aussi Ah non, mais ce que tu faible disais, de faible, hein. bien C'est même sûr. pas Goliath contre David, c'est Ouais. juste une miette Et contre puis, c'est une entreprise aussi face à un individu, ce qui est toujours d'un point de vue systémique un différentiel. J'avance un petit peu parce qu'on a une question du chat et je pense que Marion, tu pourras y répondre. Pourquoi pas de droit de suite ou équivalent sur le livre? Le livre d'occasion, depuis qu'il n'est plus en cercle restreint, nous assassine. Quand la FNAC donne accès aux livres d'occasion, elle perçoit sur les ventes. Idem pour l'État. En gros, tout le monde, sauf nous. Alors, tu ne peux peut-être pas répondre précisément à cette question, mais en tout cas, peut-être que tu peux nous expliquer ce qu'est le droit de suite déjà. Tout à fait. Alors, le droit de suite, c'est un petit pourcentage qui revient à l'artiste à l'occasion de la revente de son œuvre sur le marché de l'art. Donc, c'est vraiment une œuvre originale au sens des textes du droit de suite. C'est pas original dans le sens emprunt de la personnalité de l'auteur sur son œuvre, etc. C'est vraiment original dans le sens une œuvre éditée de la main de l'artiste ou sous son contrôle et en quantité limitée. Donc, il y a un chiffrage à chaque fois par type d'œuvre. Et donc, pourquoi pas le livre? Parce que le livre, il est vraiment édité en plein d'exemplaires. C'est pas une œuvre originale. C'est une œuvre reproduite. Voilà, exactement. Ce sont des reproductions de l'œuvre. Ce n'est pas une œuvre originale au sens du droit de suite. Donc, ça nécessiterait tout simplement une réforme. Une réforme pour, en tout cas, qui est un mécanisme de compensation sur le livre d'occasion et la perte que ça génère, on va dire, pour les auteurs au sens large, qu'en effet, il y a des ventes qui sont faites et refaites et qu'en effet, l'auteur ne touche rien. Alors, on va passer à une nouvelle rubrique et je vais du coup dire au revoir à Marion de la DGP, puisque c'est Centrale Vapeur qui va nous rejoindre ensuite, et au revoir à Sébastien, puisque c'est Naïma qui va nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir participé à la première partie de ce live. Au revoir. Et c'est parti pour Ma vie, mes œuvres. C'est parti. Bonjour, je me nomme Olivier Cohen. Je suis auteur de textes à la lisière du théâtre et du récit. Je les mets parfois en scène et je les enregistre souvent sous forme de livre-disque. Bonjour, je m'appelle Cécile Duquesne, je suis autrice romancière plus exactement de science-fiction, fantasy fantastique, autant pour la jeunesse que pour les adultes. Et je suis également formatrice en écriture créative pour les jeunes auteurs qui veulent devenir les professionnels de demain. Bonjour, je m'appelle Denis Bergram, je suis auteur de bande dessinée, c'est-à-dire scénariste, dessinateur, coloriste, le tout. J'ai commencé mon activité dans les années 85-86 dans le théâtre d'ombre et d'image pour aller vers la scène traditionnelle et enfin vers des formes mixtes, texte plus musique, lied, opéra, récits et contes musicaux. J'ai 32 ans aujourd'hui et ça fait plus de 16 ans que j'écris, donc plus de la moitié de ma vie. Et c'est vraiment devenu mon métier il y a 11 ans à peu près, et j'en vis vraiment, j'en survis plutôt, selon les années, depuis 6 ans environ. Mon attachement au principe du droit d'auteur, eh bien au début il était, je dois le dire, assez symbolique et inexistant. J'ai commencé mon activité d'auteur de bande dessinée à la naissance, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai des petits albums de 20 pages que je faisais déjà à l'âge de 10 ans, mais j'ai réellement signé avec un éditeur en 1995, donc cela fait 25 ans que je suis auteur professionnel. Le rapport au droit d'auteur et au code de propriété intellectuelle auquel il est attaché m'est rapidement apparu fondamental. En effet, comme beaucoup, je me suis trouvé confronté à de la contrefaçon. Et sans une législation claire et efficace, je n'aurais été ni crédité, ni rétribué sur une quarantaine d'œuvres. Pourtant, aujourd'hui, on voit une évolution vers le système anglo-saxon, copyright, moins protecteur. Ce qui me protégeait en tant que créatrice d'une œuvre, qui disait en gros, voilà, oui, tu es bien l'autrice de cette œuvre, et l'éditeur fait ci, fait ça, et voilà, ça s'arrêtait là. Au quotidien, et à présent, maintenant que j'ai bientôt 11 ans de bagage dans l'édition professionnelle, je me rends compte que le droit d'auteur, ce n'est pas juste ça en fait, ça dépasse bien largement le cadre du contrat d'édition. Je suis évidemment très attaché au principe du droit d'auteur. Reconnaître notre paternité en tant qu'artiste, en tant qu'auteur, par principe, dès que nous avons créé l'œuvre, c'est fondamental et c'est très bien fait dans le droit français. Je m'interroge plus sur la partie protection économique. Normalement, lors d'une exploitation commerciale, il devrait y avoir un partage de la valeur. L'auteur devrait avoir une rémunération à la hauteur du fait qu'il est le propriétaire intellectuel de son œuvre. Et cette partie-là du droit d'auteur est vraiment aujourd'hui à interroger.
Un point me paraît scandaleux. C'est la mauvaise intégration du droit d'auteur au système social français. Nous n'existons pas d'un point de vue professionnel, alors que nous travaillons sur les plateaux théâtre, sur les scènes de concert, dans les studios, alors que nous réécrivons, commentons, expliquons, arrangeons, nous ne bénéficions d'aucune protection en cas de maladie ou en cas d'accident. Et surtout, nous n'avons aucune chance d'obtenir un revenu de remplacement. Un point sans doute à interroger. Le droit d'auteur porte très mal son nom. C'est-à-dire que le droit d'auteur devrait être un ensemble, un système qui protège l'auteur, donc qui protège ses droits. Or, au quotidien, je constate très bien que c'est pas le cas du tout. Ne serait-ce que l'année dernière, par exemple, j'ai traversé, suite à un deuil, j'ai traversé un burn-out qui m'a volé 8 à 9 mois de ma vie parce que je pouvais pas faire autre chose que... Enfin, me lever le matin, en soi, déjà, c'était une réussite. Et je sais pas si vous imaginez, mais nous, quand on demande en tant qu'auteur de pouvoir bénéficier de ce pourquoi on a cotisé, donc ce qui est un droit d'auteur, en fait, ça prend des mois et des mois et des mois de combat. C'est-à-dire qu'il est quasiment impossible d'obtenir parfois son droit à l'arrêt du travail. Avant, certains auteurs je connais, ils m'ont dit ça leur a pris 2 ans. Voilà. Donc moi, sachant ça, j'étais tellement épuisée, j'ai même pas cherché à demander en fait. Je me suis dit non, c'est bon, j'ai pas la force. Et c'est un droit qui est censé m'être acquis. Et dans les faits, on n'y a pas accès en fait. Pas par manque d'intérêt, mais parce que simplement le système est tellement mal fait que comment voulez-vous, quand vous êtes à ce point malade, pouvoir aussi en plus vous battre contre des moulins à vent? C'est pas possible. Donc la limite, elle est là. Il manque un système derrière ça. Il manque des actes, il manque des faits, il manque du concret. Les idées, c'est bien, mais les actions, c'est mieux. Je vois une grande limite dans le droit d'auteur, et particulièrement dans le cas du livre et la manière dont ça se passe avec les éditeurs. On parle de propriété intellectuelle, alors imaginons que nos livres soient une propriété, un immeuble par exemple, une petite cité même, que nous aurions construit de nos mains, et nous déciderions d'avoir des lecteurs, donc de mettre des locataires dans notre propriété, qui en tireront bonheur, espérons. Pour cela, en gros, les 3 quarts du temps, il faudrait passer par une agence immobilière, un marchand de biens, qui imposerait des contrats très stricts, qui ferait que cet immeuble passerait sous leur contrôle, en dehors de la propriété, tout le reste passerait sous leur contrôle, pour la durée de la vie de l'auteur, 70 ans après sa mort même, et nous n'aurions plus rien à dire. En gros, si l'immeuble reste vide, si l'immeuble se dégrade, si personne s'en occupe, nous n'avons plus rien à dire. À partir du jour où nous signons ce contrat avec cette agence immobilière, adviendra ce qu'adviendra de notre propriété. Si par hasard cette propriété est réutilisée, dupliquée dans d'autres pays, etc., nous n'avons plus rien à dire. Nous n'avons seulement comme droit, notre droit moral, en gros, donc, c'est l'interdiction de retirer notre nom d'architecte sur l'immeuble, et puis l'obligation de ne pas transformer massivement l'immeuble, quoique on peut en changer la façade, hein, on voit bien le peu de contrôle qu'ont les 3 quarts des auteurs de romans sur les couvertures qu'on met sur leurs livres ou sur le résumé au dos. C'est étrange comme propriété quand même, de propriété sur laquelle vous n'avez plus aucun contrôle. Est-ce vraiment encore de la propriété ? N'y a-t-il pas un transfert de propriété de fait, avec en échange une rémunération finalement relativement faible ? Il faut vraiment interroger cette question de propriété intellectuelle dans le droit d'auteur. C'était Ma vie, mes œuvres, et merci à tous les artistes, auteurs et autrices qui ont témoigné. C'est toujours très riche et précieux de se baser sur vos propres témoignages et vos expériences de vie. Alors, nous sommes rejoints par Félix. Bonsoir Félix. Bonsoir. Qui représente Centrale Vapeur ce soir. Tu vas nous en dire un petit peu plus sur Centrale Vapeur après. Et Naïma. Bonsoir Naïma. Bonsoir. Naïma qui est autrice, n'est-ce pas ? Absolument. Aux dernières nouvelles en tout cas. C'est ça pour l'instant. Est-ce que Naïma, tu peux nous dire très rapidement en 2 mots quelles sont tes pratiques, quel type d'ouvrage tu publies et depuis combien de temps tu écris ? Alors moi j'écris depuis très longtemps. Je suis publiée depuis maintenant une 12aine d'années je pense. J'écris un peu de tout. J'écris à la fois des romans et des bandes dessinées aussi. Enfin, je suis scénariste de bandes dessinées. Et un peu dans toutes les catégories, enfin ça va de la jeunesse vraiment,
8-10 ans jusqu'à des choses qui sont plus assimilées au young adulte, parfois publiées en jeunesse, mais pas nécessairement lues. Très bien. Et Félix, est-ce que tu peux nous présenter Centrale Vapeur? Oui, je suis justement là pour ça. Alors, Centrale Vapeur est une association qui a été créée en 2010 et dont le siège est à Strasbourg. Son objet est double. Elle vise à promouvoir et à soutenir les arts graphiques, dont notamment l'illustration, la bande dessinée et le dessin contemporain, pour ne citer que, mais il y a de nombreuses autres catégories artistiques. Donc, 2 champs d'activité. Donc, par rapport à la promotion, elle se concrétise par l'organisation de différents événements autour de l'illustration, et notamment le plus connu qui est le Festival Centrale Vapeur, dont l'organisation a été un peu retardée là justement à cause de ce reconfinement malheureusement, et également les 24 heures de l'illustration et le Battle Store. Après, si vous êtes intéressé, je vous invite à consulter le site internet de Centrale Vapeur. Et le deuxième volet, qui lui, par contre, s'adresse davantage aux professionnels du milieu de la création, qui est Centrale Vapeur Pro. Je vais donner les noms parce que je pense que c'est important. Donc, la coordinatrice de ce service, qui est Héloïse Ray, et les 2 chargés de mission, qui sont Grégory Jérôme, notamment pour tout ce qui est plutôt un généraliste sur toutes les questions de droit social, fiscal et juridique, et notamment ensuite Laure Bétinger. Alors, pour ce volet professionnel, il y a notamment une première partie qui est dématérialisée. Donc, c'est-à-dire que tous les inscrits à Centrale Vapeur Pro ont accès à différents outils, notamment un forum, un service ressources actualisé sur les différentes questions d'ordre social, fiscal et juridique. Et d'autres outils, des sortes de bases de données pour avoir un indice par rapport à la tarification de son travail, réussir à l'estimer, ce genre de choses, et également des partages d'expériences. Par exemple, j'ai travaillé avec un tel, Albin Michel, pour ce projet-là, j'ai gagné tant, etc. Donc, il marche vraiment très bien. Je pense que c'est vraiment les outils majeurs de ce service. Il y a ensuite plusieurs publications, pour être plus précis 2. On a la négociation et ensuite la facturation pour les pros. Donc pareil, ce sont de petits fascicules censés être assez brefs et concis pour donner des clés en fait pour maîtriser la négociation face à un éditeur et la facturation. Et enfin, le dernier volet qui est par contre le conseil spécialisé. Donc là, ce sont des rendez-vous avec des professionnels. En fait, Centrale Vapeur a vraiment un travail d'accompagnement, on pourrait dire, et de professionnalisation. Et donc, à ce titre, vous êtes confronté assez régulièrement à des cas juridiques, évidemment. Oui, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vais démarrer notre petite table ronde de deuxième partie avec une question du chat. Est-ce que le juriste, donc Nicolas, j'imagine que le juriste c'est toi, mais je ne suis pas sûre, peut nous donner une idée de la jurisprudence sur le défaut d'exploitation commerciale et suivi des ouvrages? Avec la surproduction, c'est vraiment la clause la moins respectée. Une cession de 70 ans après notre mort avec des mentions d'éventuels pilons à 2 ans, est-ce que c'est légal ça? Alors, sur le point précis du pilon à 2 ans, comme ça, je serais incapable de vous répondre très honnêtement. Petite recherche de jurisprudence à faire, voilà. Pour le pilon, en fait, il y a toute une démarche, si je peux me permettre. Il y a d'abord une information à l'auteur qui doit être... l'auteur doit être informé de la mise en pilon pour être en faculté potentiellement de racheter les ouvrages. Mais d'ailleurs, ce qui ne se produit quasiment jamais. Je veux dire, on a souvent des mises au pilon pour lesquelles on n'a pas d'informations. C'est toujours le gros problème, effectivement, avec le contrat d'édition. L'auteur est toujours informé au dernier moment, voire pas du tout. Pardon, Nicolas. Non, aucun problème. Oui, donc pour revenir sur la question, et d'ailleurs cette question sur l'obligation d'exploitation qui pèse sur l'éditeur, elle fait écho à ce qui a été dit dans la petite vidéo où l'un des auteurs nous dit, oui voilà, moi les droits d'auteur, c'est un peu comme si j'avais construit un immeuble et puis que je confiais la gestion de cet immeuble à une agence immobilière et ensuite j'ai plus aucun moyen de contrôler ce que fait l'agence immobilière et ils font ce qu'ils veulent des appartements. Et ça n'est pas tout à fait vrai dans le cas du contrat d'édition. Il ne faut pas oublier qu'il y a bien une cession de droit dans le contrat d'édition, mais il n'y a pas que ça.
il y a une cession de droit et il y a aussi à la charge de l'éditeur un certain nombre d'obligations qui sont des obligations lourdes, qui sont des obligations importantes, et notamment l'obligation d'exploitation permanente et suivie. Et c'est vraiment une obligation essentielle dans le contrat d'édition. Et quand on dit que c'est une obligation essentielle, ça veut dire d'abord qu'on ne peut pas prévoir l'inverse dans le contrat. Hein, l'éditeur ne peut pas dans le contrat se dégager de cette obligation d'exploitation permanente et suivie. Et puis ça veut dire aussi que s'il ne respecte pas cette obligation, eh bien, on pourra obtenir la résiliation du contrat. Et d'ailleurs, la réforme du contrat d'édition qui a eu lieu en 2014, de ce point de vue-là, a précisé, au moins pour l'édition du livre, très, très clairement dans quelle mesure on pouvait obtenir la résiliation du contrat. Et c'est une résiliation qui intervient de plein droit, donc qui n'a pas à être prononcée judiciairement. Donc il y a vraiment, là encore, des mécanismes très énergiques qui permettent normalement aux auteurs de s'assurer que cette obligation d'exploitation permanente et suivie est bien exécutée par les éditeurs. Donc ça veut dire concrètement que les ouvrages soient présents sur les catalogues, que on puisse être, que les approvisionnements des distributeurs soient assurés, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'obligations dans les textes vis-à-vis de l'exploitation de l'œuvre. Le problème, c'est la pratique. C'est-à-dire qu'on en revient toujours au même. Ouais. C'est que dans les faits, les mutations du numérique ont accéléré beaucoup les choses. Maintenant, il y a l'impression à la demande. Le problème aussi, c'est que dans ces accords de 2014, il y a une ligne qui indique que l'impression à la demande pourrait valoir exploitation permanente et suivie. Et en fait, aujourd'hui, l'impression à la demande, c'est simplement... mais voilà, ça devient la norme. C'est-à-dire que c'est tellement facile aujourd'hui, simplement d'appuyer sur un bouton et qu'il y ait des stocks, on va dire, qui se déclenchent à ce moment, enfin, qu'il y ait un livre qui se déclenche à ce moment-là. Et là, comment faire valoir le défaut d'exploitation permanente et suivie? C'est des vraies questions. Après, il y a des jurisprudences qui peuvent construire, qui pourraient construire un réseau de faisceaux d'indices qui viendraient protéger davantage les auteurs. Mais comme on le disait, on va très rarement au contentieux. Et pourquoi, Naïma? Est-ce que tu peux nous en dire plus? À ton avis, est-ce que toi, tu connais des auteurs qui vont au contentieux? Et surtout, de quoi on peut avoir légitimement peur pour certains d'aller au contentieux quand, dans notre pratique, ce sont les personnes avec qui on travaille au quotidien, ces interlocuteurs? En fait, il y a tout un faisceau de problèmes autour de ça. Il y a le fait qu'en effet, il y a un droit d'auteur qui pose un certain nombre d'obligations, c'est vrai, à la charge des éditeurs. Enfin, si on regarde dans le principe, les obligations et les droits sont bien répartis. Mais dans la pratique, déjà tout ça est extraordinairement compliqué. Comme on fait partie d'un métier on n'a pas de formation en fait, il n'y a pas de formation universitaire, il n'y a rien. Ce qui fait que moi j'ai publié mon premier roman, je l'ai écrit, j'avais 16 ans, c'était mon été après le lycée, j'ai trouvé un éditeur comme ça. Enfin, je veux dire, on m'a donné un contrat, j'étais bien contente de signer pour une somme ridicule que je ne signerai plus aujourd'hui. Mais enfin, j'ai rien compris à ce que j'ai signé, évidemment. Même quand on est juriste, c'est quand même une branche très spécifique et spécialisée du droit. Enfin, moi, j'ai une formation juridique, mais j'ai un master 2 en droit pénal et en sciences criminelles, donc très loin du droit d'auteur. Et j'avoue que même moi, parfois, quand je lis mes contrats, qui font parfois 30 pages en 3 exemplaires, et après, il faut encore se farcir le contrat sur les droits numériques et le contrat sur les droits audiovisuels, machin. Et puis, aussi, quand on les lit, ça a un côté toujours un peu désagréable, je vais dire. La plupart des contrats, c'est juste qu'on a l'impression de voir cette espèce d'énorme somme de choses qu'on cède pour la petite somme à la fin. Et je connais énormément d'auteurs qui me disent « Oh non, je les lis même pas parce que ça me déprime trop. De toute façon, si je commence à discuter, la plupart des choses que je vais demander, on va pas me les accorder, donc c'est pas la peine. Donc, du coup, je signe et puis c'est... » Donc, encore faut-il déjà savoir que l'éditeur est dans son corps en faisant quelque chose. Et puis après, même si on a l'impression que quelque chose qui s'est passé n'est pas normal par rapport à et qu'on pourrait faire valoir ses droits, la plupart des auteurs vont se dire bon bah d'accord, mais si je le fais, je vais pas aller jusqu'au contentieux parce que me lancer tout seul face à une entreprise, parfois des entreprises qui sont quand même assez riches, si je lance dans un truc contre Gallimard ou contre Hachette, vu le temps que ça prend, les moyens qu'il faut pour engager un avocat, se lancer dans une procédure et tout ça, ça décourage. En plus, on se dit que c'est des petits milieux, donc il y a un certain nombre de parents qui se disent bon bah oui, mais si je commence à me faire une réputation comme un procédurier qui a fait un projet, après cet éditeur-là voudra plus travailler avec moi et peut-être en plus que je vais me griller avec tout le monde, donc plus personne ne voudra rien prendre. Donc
on voit déjà ça au niveau des simples négociations. Quand on parle avec d'autres auteurs et qu'on leur dit non, mais dans ton contrat, il faut demander plus de choses, il faut essayer de faire sauter cette chose-là et tout. Un certain nombre d'auteurs me disent ah non, mais on peut faire ça quand on est connu, mais quand on n'est pas un gros vendeur ou un auteur très installé, moi, si je fais ça, après, le contrat va sauter, l'éditeur ne voudra pas le signer, ou il ne signera plus avec moi. Et de temps en temps, en effet, ça arrive. Il arrive qu'on essaie de négocier quelque chose et que du coup, l'éditeur dit bon, c'est pas la peine. Certains éditeurs sont connus pour ça, voire parfois, il y a certaines pratiques qui sont assez rares, mais qui existent quand même, notamment dans la bande dessinée, où en fait, quand ils sont dans un projet, ils demandent des essais à un certain nombre de personnes sans leur demander, ce qui fait qu'au dernier moment, si je peux discuter ça dans mes contrats, c'est pas grave, ils ont déjà quelqu'un de très... D'accord. Du coup, ils sont quelqu'un d'autre, en fait, qui peut récupérer le projet très rapidement. Donc, du coup, c'est... Voilà. On est parti faible. On est parti faible. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter du tout. Enfin, moi, je lis mes contrats, je discute, je n'obtiens pas tout je peux. Mais c'est possible. Après, il y a aussi quelques actions juridiques qui ont été entreprises, mais généralement, c'est quand des auteurs se sont mis ensemble, en fait, et qu'il y a une ou deux actions collectives qui, généralement, ne sont pas arrivées jusqu'au procès. Il y a eu, à ce moment-là, une négociation. Avant, il y a un certain nombre d'années contre Epigone, par exemple, mais qui, du coup, a fermé, mais parce que c'était la fin et un certain nombre d'auteurs se sont aperçus qu'on ne leur avait pas rendu leur compte depuis très longtemps, on leur devait de l'argent. Donc à ce moment-là, tout d'un coup, il y a une action qui s'est coordonnée et ça a été possible. Mais il y a aussi le fait qu'on est très isolés. Oui. Mine de rien, on a peu de rapports les uns avec les autres. Enfin, on se rencontre éventuellement dans des salons du livre, donc en 2020 pas, par exemple. Sinon, on peut se contacter par Internet, mais c'est très désincarné, on ne se connaît pas, on trouve maintenant autour de la Ligue, de la Charte, on commence à avoir un peu des petits groupes, mais bon, il y a quand même un certain nombre d'auteurs qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui ne sont pas sur Facebook, je ne sais pas quoi, et qui ont du mal en fait à atteindre tout ça. Et c'est difficile aussi de passer à quelqu'un qui a répondu à un commentaire sur Facebook, ah bon, on peut aller faire un procès ensemble. Donc, du coup, Et puis même, il y a une réticence, il y a cette espèce de culture du secret qui fait que quand quelqu'un demande mais vous avez obtenu combien auprès de tel éditeur, il y a toujours ce côté, on n'arrive pas nécessairement à obtenir des réponses, on se demande parfois si on doit en donner aussi, parce que c'est compliqué de pousser quelqu'un en disant écoute, moi j'ai obtenu tant, vas-y, si après cette personne, son contrat se fait pas, on se retrouve avec quelqu'un qui va nous dire ah mais j'ai suivi tes conseils, et du coup ça, voilà. C'est une situation compliquée et c'est là qu'on voit qu'on manque vraiment en fait d'un syndicat ou d'une organisation globale qui puisse prendre ça en charge, poser des minima et puis coordonner, qu'on ait quelqu'un vers qui se tourner, qui soit légitime pour dire bon on a un problème avec ça, voir déjà si d'autres gens ont le même problème et si on peut faire quelque chose, et qu'on ne soit pas aussi isolé. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir des endroits qui puissent accompagner juridiquement les auteurs qui ont des questions, faire des formations pour leur apprendre au moins à décrypter un minimum les contrats qu'on leur envoie, pour au moins ils aient une chance de savoir ce qu'ils signent. Parce qu'après, parfois, on peut se dire, ça c'est peut-être pas très juste, mais peut-être qu'on trouve aussi une autre compensation ailleurs. Et bon, si on est au courant et qu'on est sur son compte, on signe, et voilà. Mais c'est vrai que c'est compliqué, quoi, ce moment. Dans ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a le conseil juridique qui est une chose, il y a l'accompagnement de formation qui en est une autre, et puis il y a la défense dite syndicale où en effet, potentiellement, avoir des actions soit collectives, soit cette force en effet de frappe qui n'est pas que individuelle, mais qui regroupe en fait une profession tout entière pour essayer de faire valoir des bonnes pratiques. Et on sait combien c'est difficile aujourd'hui pour beaucoup de raisons d'arriver à faire émerger de véritables forces syndicales structurées, légitimées aussi et construites au regard du droit français de manière générale. Il y a une question, Nicolas. Quels sont les recours pour s'assurer de l'exploitation de nos œuvres par l'éditeur? Est-ce qu'on peut donner quelques clés aux personnes qui nous regardent? S'il y a un défaut d'exploitation, qu'est-ce qu'on fait et combien de temps ça prend, pour résumer? Alors, s'il y a un défaut d'exploitation, pour résumer, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on adresse une mise en demeure.
comme on en a comme on en a parlé tout à l'heure, et que s'il s'agit en tout cas d'un contrat d'édition dans le domaine littéraire, aujourd'hui dans le code de la propriété intellectuelle, on a des délais qui sont prévus et alors je les ai plus en tête, je crois que c'est autour de 6 mois, 6 pour mois. pour l'édition papier, et il y a peut-être un délai différent pour l'édition. Voilà. Quelqu'un- Je sais pas. Votre mixeur. Il y a un petit un mixeur. Je pense que c'est- Je crois que c'est le mixeur de Naïma. C'est ça. L'ordinateur sait mal faire quelque chose, je ne sais pas. On va espérer qu'il se calme rapidement. Bon, alors, pour poursuivre, parce qu'il y a un second sujet que je voulais aborder par rapport au droit d'auteur, qui est un sujet d'actualité qui émeut beaucoup d'entre nous actuellement, c'est la question du contrat de commande et de la commande de manière plus générale, qui est une question qui est passionnante, puisque le rapport Racine, qui est un rapport qui est sorti le 22 janvier dernier, préconise pour de nouveau rendre visible le travail de création et distinguer finalement l'amont, le moment où on est en train de créer, de l'aval de l'exploitation, la mise en place, en plus d'un contrat de cession de droit, d'un contrat de commande. Alors en fait, le contrat de commande, il existe déjà dans tout un tas de pratiques. La commande littéraire artistique, enfin sans commande littéraire artistique, il n'y a pas d'histoire globalement littéraire artistique en France. La commande, c'est une pratique qui remonte à l'Antiquité. Ce contrat de commande, Nicolas, est-ce que c'est un sujet que tu connais par ailleurs, ou Félix, peut-être que toi, Félix, tu as l'habitude par rapport aux arts visuels de voir aussi des contrats de commande par rapport à d'autres types de professions. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée du contrat de commande? Nicolas, si tu veux commencer Je t'en prie. Oui. Alors, il faut bien rappeler par rapport à l'état du droit actuel qu'un contrat de commande n'est pas synonyme de cession de droit. Le louage d'ouvrage n'entraîne pas automatiquement la cession des droits patrimoniaux de l'auteur. Il faudra le préciser dans une section distincte. Alors moi, dans ma pratique, de ce que j'ai vu, c'est que généralement, c'était même parfois des devis en fait. Dans des devis, il y avait une petite mention, l'auteur cède l'intégralité de ses droits patrimoniaux pour toute la durée de la propriété littéraire et artistique. Alors, il est clair que ce formalisme ne répond pas du tout aux exigences du Code de la propriété intellectuelle, mais c'est une pratique assez courante que l'on voit assez fréquemment. Et par rapport au rapport Racine, je trouve la question de l'encadrement juridique du contrat de commande particulièrement intéressante. Après, par contre, par rapport au droit d'auteur, j'ai un petit peu du mal à concevoir son imbrication. Parce que comme le disait très justement Nicolas avant, le droit d'auteur est avant tout conçu autour d'une œuvre de l'esprit, achevée, mais pas vraiment, effectivement. Même le droit d'auteur commence effectivement quand elle est inachevée, mais on est avant tout focalisé sur l'œuvre et son exploitation. Alors par rapport à tout le travail en amont, c'est vrai que c'est une question qui est un petit peu compliquée, mais effectivement très intéressante. Notamment la section de Stéphanie Lecam dans le cadre de ses propositions par rapport au contrat de commande. Après, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est maintenant actuellement sur la législation à venir. Il y a une mission du CSPLA qui est en cours, donc c'est en cours d'étude. Des juristes réfléchissent à ces questions de manière assez profonde, et c'est vrai qu'en tout cas, nous à la Ligue, c'est une proposition que nous avions portée au niveau du rapport Racine, c'est-à-dire s'interroger sur comment on pourrait davantage verrouiller la cession des droits et garantir un contrôle en fait plus fort en amont, et puis comment mettre en place des mécanismes pour la juste rétribution en aval quand on est en train de créer. Nicolas, tu as peut-être une remarque par ailleurs? Non, peut-être très rapidement, effectivement, je vois bien l'intérêt de réglementer un peu plus précisément le contrat de commande, et je vois bien surtout l'intérêt qu'il peut y avoir à trouver un mécanisme qui permette de rémunérer le travail de création avant, on va dire, l'obtention de l'œuvre, du résultat, une fois achevé. Simplement, je pense qu'il faut prendre garde à ce qu'il n'y ait pas une sorte de mécanisme de vase communicant qui se mette en place, et que finalement ce qu'on gagne sur le terrain de la rémunération du travail finalement ne soit retiré sur la rémunération tirée de l'exploitation de l'œuvre. Ou peut-être même que dans cette opération-là, il faut faire attention à ce que les auteurs n'y perdent pas au total. Sachant qu'en fait aujourd'hui, pardon, mais
qu'a-t-on à perdre? Je formule les choses un peu caricaturalement, pardon. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que par le système de l'avaloir qui est mis en place, nous sommes très peu à toucher des rémunérations proportionnelles. Et donc, cette déviance des usages a créé, je pense, aujourd'hui un besoin de construire des solutions pour rééquilibrer d'une façon à rendre visible ce travail de création et à lever certaines ambiguïtés juridiques. Et là-dessus, j'ai envie de vous poser une question à laquelle vous n'aurez probablement pas de réponse, mais aujourd'hui, avant, les contrats de cession dans l'édition, c'était des simples contrats de cession. Ça faisait 2 pages, vous signez ça, vous cédiez des droits patrimoniaux. Aujourd'hui, c'est des contrats, comme l'a dit Naïma, de 30 pages, où non seulement on cède des droits patrimoniaux, mais on a des impératifs de l'ordre vraiment du travail. On voit arriver dans des contrats des impératifs de présence à des événements, des impératifs de rendu, des impératifs très précis, parfois justement sur la structuration et les attentes d'un livre. C'est des choses qui arrivent. Donc, en fait, la commande, elle existe déjà, mais elle est dans une sorte d'hybridation qui est venue dans les usages par l'industrialisation. Et par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais vous êtes une femme, vous tombez enceinte, en tant qu'artiste-auteur, vous avez le droit à des congés maternité, vous avez le droit de vous arrêter. Sauf que votre contrat d'édition, lui, ce qui n'est qu'un contrat de cession, vous oblige à un rendu à telle date, alors qu'entre-temps, voilà. Qu'est-ce qui prévaut? Le droit social ou le droit du contrat d'édition? Question. Alors, d'un point de vue purement juridique, après je ne pense que ce ne sera pas la bonne réponse, mais dans la mesure où contractuellement vous vous êtes mis d'accord sur que, par exemple, toi, Samantha, tu devras te déplacer et participer à un salon, si tu n'y participes pas, contractuellement, on pourrait engager ta responsabilité contractuelle dans une certaine mesure. Je parle d'un point de vue vraiment stricto sensu. D'un point de vue théorique, bien sûr. Après, par la suite, au niveau du droit social, effectivement, il va y avoir effectivement des confrontations parce que c'est un droit fondamental, quoi, de pouvoir s'occuper d'un enfant. Tu as l'intérêt supérieur de l'enfant, etc. Donc, je ne sais pas comment ça pourrait se passer par la suite, mais en tout cas, voilà, tu as un premier axe de réponse d'un point de vue purement contractuel. Oui, donc nos contrats d'édition nous engagent vraiment. En aparté, ça n'a rien à voir dans un contrat d'édition. Je n'ai jamais vu ça, moi, pour ma part. C'est quoi, pardon C'est ces obligations un petit peu annexes de présence à des salons. Si, ça, on en à la promotion, c'est l'aspect promotionnel de l'œuvre. On en voit beaucoup. Oui, alors que ça ne devrait, je pense, ça n'a rien à faire dans un contrat d'édition. Ce n'est pas l'objet, quoi. L'objet, c'est la fabrication de livres en plusieurs exemplaires. Tout à fait. Tu as très bien résumé. Je pense. Après, je pense que ça devrait rester comme ça. Mais... Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en pratique, c'est ça le problème face auquel on est, c'est que les contrats ont évolué de cette façon-là. Et faute d'encadrement ou en tout cas de questionnement sur ce qui concerne presque le droit du travail, parce que vous avez une jambe cassée pendant votre obligation de promotion qui était dans un contrat d'édition, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a beaucoup de flou là-dessus. Mais parlons du contrat de commande et passons à Le saviez-vous, puisque Stéphanie Lecam, notre directrice, a des choses à nous dire sur la commande. Qu'est-ce qu'un contrat de commande? Souvent, on imagine les auteurs et autrices partir en quête d'un éditeur dans l'espoir d'être publiés. Et pourtant, l'inverse se produit très souvent puisque ce sont aussi les éditeurs et éditrices qui vont demander aux auteurs et autrices de réaliser une œuvre de l'esprit. D'ailleurs, cette économie de la commande est largement répandue dans certains domaines de la création. Donnons quelques exemples concrets. Les éditeurs et éditrices demanderont par exemple à l'auteur de réaliser un roman jeunesse en traitant par exemple d'un thème particulier. Ils pourront également demander à l'autrice de réaliser la suite de sa précédente BD, ou encore à l'auteur de réaliser l'illustration pour une couverture d'un roman. Toutes ces réalités sont ce que l'on peut appeler juridiquement des commandes. En l'absence de droit spécial, il faut se référer au droit commun des contrats. Le Code civil prévoit un encadrement pour le contrat de louage d'ouvrage, autrement appelé le contrat de commande. Du côté du Code de la propriété intellectuelle, aucune disposition ne tient compte réellement de ce mode de production des œuvres, qui fait pourtant le quotidien professionnel de nombreux artistes-auteurs. Et pourtant, il prévoit le sort de la titularité des droits dans le cadre du contrat de commande. En effet, selon l'article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L'alinéa 3 précise que l'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à ce principe.
Le contrat de commande ne remet donc pas en cause le principe de la titularité initiale du droit d'auteur. Les auteurs et autrices restent bien les propriétaires de l'œuvre, quand bien même celle-ci aurait été commandée. Idéalement, il faudrait donc un contrat de commande lorsque l'auteur met à la disposition du commanditaire sa force de travail, et un contrat pour la cession lorsqu'il cède ses droits au cessionnaire. On protégerait alors son corps et son esprit. Que pourrait contenir ce contrat de commande ? Il pourrait prévoir une rémunération en contrepartie de la création d'une œuvre, mais également un nombre maximal de corrections ou de modifications, lesquelles, en cas de dépassement, obligeraient les parties à renégocier un prix. Alors pourquoi créer un droit de la commande ? Eh bien, premièrement, pour revaloriser la rémunération due aux auteurs et autrices. La pratique des avances, des avaloirs, paralyse la perception des rémunérations proportionnelles dues aux auteurs et aux autrices. Lorsqu'il touche une avance, l'auteur doit franchir un seuil de vente minimum en dessous duquel on conçoit qu'il est débiteur. À titre d'exemple, s'il reçoit 1 000 € d'avance et perçoit 5% sur un livre à 20 €, il devra alors en vendre 1 000 pour que l'avance soit considérée comme remboursée. Et c'est seulement après ce seuil qu'il deviendra le créancier d'une rémunération proportionnelle. Deuxièmement, sans cadre juridique, l'éditeur pourrait être amené à demander des modifications et corrections à l'auteur et l'autrice sans négocier une rémunération supplémentaire, décalant également le moment de l'exploitation de l'œuvre et les rémunérations qui y sont attachées. Ces cas ne sont pas isolés. Les auteurs et autrices procèdent très souvent à des corrections et ajustements en devant se contenter de l'avance qu'ils et elles ont reçue sans pouvoir la renégocier. Pourtant, dans d'autres domaines d'activité, un ajustement de la commande aboutirait nécessairement à une réévaluation du prix. On peut citer l'exemple d'une cuisine sur mesure que l'on commanderait. Si l'on décide au cours de la réalisation d'intégrer un îlot central ou un tiroir à épices, on devrait indéniablement procéder au paiement de suppléments. Pire, si finalement on décidait de ne plus vouloir la cuisine sur mesure, le contrat de commande nous obligerait en l'état à payer le prix de la commande. Alors, bien évidemment, une œuvre de l'esprit n'a absolument rien à voir avec une cuisine sur mesure. Et pourtant, il semblerait qu'il y ait des règles qui s'imposent d'évidence dans d'autres secteurs d'activité, comme dans celui de l'artisanat, et qui auraient tout intérêt à être prises en considération dans le secteur de la création. Du moins pour renforcer la protection des intérêts des créateurs et créatrices de demain. C'était Le saviez-vous par Stéphanie Lecam sur le contrat de commande et la commande. Alors, on parle de l'amont, on parle de l'aval, de l'exploitation. Toi, Naïma, quelles pratiques tu connais dans l'édition ? Alors, en effet, comme on disait, on travaille quand même beaucoup sur commande de nos jours. En fait, c'est assez rare aujourd'hui que je commence à travailler sur un texte pour lequel j'ai pas déjà un éditeur. La chose étant que parfois, on a une commande et on n'a pas de contrat, en fait. Parce qu'on discute beaucoup de est-ce que c'est opportun d'avoir un contrat de commande parce que c'est compliqué de savoir ce qu'on met dans l'aval notamment et tout ça. Mais en fait, moi, le problème que je rencontre, c'est surtout que j'ai des éditeurs qui me demandent d'écrire quelque chose, qui me fixent une date, qui me donnent un certain nombre de critères dans ce que j'ai à écrire, voire parfois qui m'appellent en cours de route tous les 3 jours pour savoir où j'en suis et savoir si je vais bien pouvoir... avoir terminé à temps et tout ça, mais en fait, j'ai pas de contrat. Ce qui fait que ça m'est arrivé d'écrire un texte de 500 pages qu'on m'avait demandé, sur le thème qu'on m'avait demandé, qu'on avait validé et tout ça, pour qu'on m'annonce triomphalement « Ah, on a décidé de prendre ton texte !» Et moi, j'étais là, mais comment ça, pendant les 6 derniers mois durant lesquels j'ai travaillé, vous étiez pas sûr de le publier, en fait. Et c'est vrai qu'on a parfois de fort mauvaises surprises, parce qu'on a ça. Mais j'ai vu assez récemment en parlant avec quelqu'un, on lui a commandé un texte, elle a eu un contrat, elle l'a écrit, mais bon, on lui a donné un certain nombre de consignes à suivre, et puis en fait, parfois, on a affaire à quelqu'un, mais c'est pas forcément la personne décisionnaire ou qui ne prend pas nécessairement les décisions tout seul, ce qui fait qu'après, le chef peut repasser derrière, lire le truc et dire « Ah mais non, en fait, ça va pas ». Finalement, sur cette thématique, on avait la même chose, où en fait, je verrais plutôt ça pour une autre tranche d'âge, où en fait, en changeant de collection, ce qui fait qu'on va demander à l'auteur de réécrire complètement son texte, et à faire 2 fois le travail, et être payé un seul avaloir.
Oui. Et ça devient beaucoup moins intéressant que ce qu'on avait prévu de faire au début. Et à propos de la valoir, parce que c'est une vraie question, aujourd'hui, même s'il y avait, imaginons, 10% minimum dans la loi, compte tenu du fait que notre rémunération, elle est paralysée, est-ce que vraiment on en verrait les fruits aujourd'hui, tu penses? Je pense en particulier à la littérature jeunesse. Moi, si j'avais 10% sur tout, ça changerait ma vie, oui. Ça changerait ta vie parce que tu dépasses ton avaloir. Moi, si je fais le calcul de tout ce que j'ai écrit depuis le début, si j'avais eu 10% sur tout, je ne serais peut-être pas très riche, mais je ne serais pas loin. Enfin, je serais beaucoup plus riche que je ne le suis, en tout cas. Oui. Parce que, faut bien voir que quand on en parle, on se dit, bon, c'est pas 10%. Le truc étant que, c'est pas que c'est pas 10%, c'est que c'est souvent entre 0,5 et 6%. Même quand on arrive à 8%, souvent, c'est à la fin de la progressivité, sachant que chez certains éditeurs, le premier palier est à 35 000 exemplaires. Oui, c'est aberrant. Après, voilà, c'est pareil. Moi, j'ai des éditeurs où on commence pas à 10%, mais j'ai un premier palier à 10 000 exemplaires, donc je trouve ça relativement honnête, voilà. Après, voilà, c'est toujours pareil aussi. Il y a des types de textes différents, dans des collections différentes, chez des éditeurs différents, etc. Le truc étant qu'il y a quand même certains éditeurs, comme l'École des loisirs de nos jours, qui donnent 10% à tout le monde sur certaines collections. À ma connaissance, ils n'ont pas fait faillite. Et oui, ça fait une grosse différence pour les auteurs, parce que ne serait-ce que qu'on atteint le remboursement de son avaloir beaucoup plus rapidement. Alors, on a une question très intéressante dans le chat. Alors, je propose, Émilie, que tu nous lances la rubrique Le courrier des artistes-auteurs, puisque là, nous sommes inondés de questions. On a très peu de temps là. Alors, passons donc aux questions. Dans le cadre du contrat de commande, n'est-ce pas à l'auteur, en fait, de rédiger un devis et par conséquent toutes les conditions qui vont avec, rémunération, utilisation, diffusion, et sinon pourquoi? Je pense que c'est aussi la question de finalement, on est soumis au contrat d'édition parce que c'est celui pratiqué par les éditeurs, mais est-ce que nous, on ne pourrait pas envoyer nous-mêmes un document quelque part, quelque chose? On pourrait proposer celui de la Ligue. Tout à fait. Je ne suis pas sûre que tous les éditeurs l'acceptent, mais quoi que... Non, mais ce serait moins compliqué que de le rédiger soi-même de zéro. Je suis bien d'accord. Mais je dis ça, mais nous avons beaucoup d'éditeurs petits et indépendants qui nous demandent de pouvoir utiliser le contrat de la Ligue. Donc, c'est tout à fait possible. Voilà. Que pensez-vous de cette remarque, Nicolas et Félix ? En ce qui me concerne, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Quoi qu'il arrive, le contrat d'édition peut être négocié, et ça marche dans un sens comme dans l'autre, ou ça devrait marcher dans un sens comme dans l'autre. Et finalement, si un auteur arrive avec un contrat proposé par une organisation professionnelle ou autre type d'organisation, ça fait une base de discussion, un peu différente. Et de la même façon qu'on pourrait discuter des termes du contrat proposé par l'éditeur, on peut imaginer qu'on pourrait aussi discuter des termes, à l'inverse, proposés par l'auteur ou l'organisation. Alors là aussi, c'est une solution qui doit être éprouvée en pratique, hein. Je ne sais pas si tous les auteurs qui se pointeront chez leur éditeur avec un contrat en disant « voilà, moi je veux que ce soit ça à la base de négociation », je ne suis pas certain qu'ils soient tous écoutés. Mais en tout cas, en théorie, rien ne l'empêche. Alors, nous avons une autre question que j'aime beaucoup. Est-ce qu'un contrat de commande ne protège pas aussi finalement l'éditeur? Imaginons un mail de commande, l'auteur se met au travail et hop, s'électrocute avec son nouveau clavier. Accident du travail, point d'interrogation. On attend les problèmes du genre avec le télétravail. Et c'est une vraie question à laquelle je veux répondre en partie, c'est-à-dire qu'avec les groupes éditoriaux avec lesquels on peut discuter à la Ligue, bien sûr, il y a des réticences à payer davantage les auteurs de manière générale. C'est normal, les éditeurs défendent leurs intérêts économiques. Néanmoins, sur la commande, on a parfois aussi des vraies demandes de professionnalisation. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une industrie dans laquelle beaucoup d'éditeurs sont un peu au dépourvu quand ils se retrouvent face à des auteurs qui, c'est vrai, vont leur rendre un livre avec 10 mois de retard, j'en sais rien. Alors, à leur décharge, ils ont peut-être été très mal payés et c'est ce qui explique aussi ces retards. Mais tout ça pour dire qu'on est quand même dans une dynamique bien loin de la romantisation de ce qu'on s'imagine du processus de création, dans lequel on peut avoir des commandes et ça ne retire pas notre liberté de création. On peut tout à fait avoir un éditeur qui nous dit j'aimerais bien que tu nous écrives un roman pour les 8-12 et être complètement libre des thématiques qu'on va aborder. La contrainte,
elle est aussi stimulante pour l'imaginaire, elle n'est pas forcément un frein à la liberté de création. Néanmoins, voilà, est-ce que le contrat de commande, ce ne serait pas une façon aussi de verbaliser les choses pour protéger les deux parties? Alors, pour ma part, je pense que le contrat de commande, je pense, c'est tout l'inverse au final. Je pense qu'il y a une insécurité juridique caractéristique pour le contrat de commande parce qu'il est de toute manière beaucoup plus vaste, plus imprécis qu'un contrat d'édition. Et on le voit souvent, alors dans des contrats de commande, généralement, l'auteur va dépasser le nombre d'heures qui était prévu pour la réalisation du travail, ou justement le nombre de pages, et il ne sera jamais rémunéré pour ce travail, car il a dépassé le cadre de la commande ou même d'un devis. Après, pour la suite, par rapport à la question qui était posée avant, je voulais rebondir. Moi, je pense qu'il faut vraiment, et c'est primordial en fait, vraiment négocier et oser négocier. Et déterminer quelques points importants du contrat d'édition. Je pense qu'il y en a vraiment quelques-uns. C'est notamment par rapport à l'étendue des droits cédés, la territorialité et la durée. On voit trop souvent, je pense, une cession pour le monde entier et pour toute la durée de la propriété intellectuelle. Je pense qu'il faut vraiment restreindre notamment le champ de la durée. On peut imaginer un contrat d'édition qui peut durer environ entre 6 et 10 ans, qui pourra être reconduit par la suite. Mais, tout à fait. C'est dans nos au moins préconisations cela, d'ailleurs, exactement. Ouais, je pense que ça, c'est primordial. Et alors, force est de constater que par contre, dans la pratique, on ne l'obtient jamais. Généralement, on dit... C'est possible. C'est possible, c'est vrai. Ah, Ben, je tant te mieux, promets que c'est possible. D'accord. C'est tout à fait possible, mais c'est difficile dans la négociation, hein, c'est sûr. On peut le dire en toute transparence, hein, quand un éditeur va céder à un autre éditeur, par exemple les droits poche, très souvent c'est pour 5 ans, parce que l'éditeur face à l'autre éditeur a quand même des moyens de négociation souvent plus élevés, et c'est un accord, et ensuite, pour reconduction, il faut repayer une somme d'argent pour voilà, continuer à prolonger l'autorisation d'exploitation des droits. Ah, très bien. Okay. Et d'ailleurs, les éditeurs, et les grandes et les petites maisons d'édition, quand elles font l'acquisition de droits étrangers, donc uniquement les droits français et pas les autres périmètres de droits, très souvent c'est pour 5 ou 10 ans. Et les agents anglo-saxons, la plupart du temps, c'est une pratique tout à fait normale. Et à chaque fois, pour prolonger le catalogue, on va recontacter l'agent et dire est-ce que je peux renouveler ces droits ou pas d'ailleurs. Et puis dans ce cas-là, l'auteur reprend sa liberté, il va peut-être les céder ailleurs, etc. Donc, mais je suis d'accord avec toi que globalement, dans l'état d'esprit général, il y a une pratique qui s'est mise en place, c'est de confondre la durée de la propriété littéraire ou artistique avec la durée de cession des œuvres. Ouais. Et bon, 2 autres points encore vraiment par rapport au contrat d'édition. Un autre point qui, je pense, doit être négocié, c'est par rapport aux clauses de libre cessibilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est généralement lorsque l'éditeur, une fois qu'il est titulaire des droits, se garde la possibilité d'accorder des licences généralement à l'étranger. Et on voit trop souvent, en fait, pareil, que l'auteur n'a pas son mot à dire par rapport à cette accessibilité de l'éditeur. Il est rarement informé et ne participe même presque pas au projet, quoi. Imaginons avec généralement des éditeurs japonais, où là même, au pire, il peut y avoir des modifications de l'œuvre originale. Et ça, je pense que c'est un point où vraiment chaque auteur doit être vigilant là-dessus. Ils doivent à minima être informés du projet de accessibilité. J'ai une question par rapport aux obligations des rééditions de comptes. Enfin, c'est une question pour laquelle la réponse... Ça, c'est vaste sujet. Vaste sujet, mais sur cette question du périmètre de cession des droits, il y a aussi la question d'avoir ou non les informations ensuite sur les ventes. Et là, c'est catastrophique, puisque les études montrent qu'on a, par exemple, un quart des auteurs et autrices de livres qui ont eu des exploitations à l'étranger et qui n'ont jamais été au courant et donc qui n'en ont jamais reçu l'argent, ce qui est quand même assez incroyable et dramatique. Et néanmoins, quand des auteurs ou autrices vont demander à leurs éditeurs des comptes sur les chiffres de ces exploitations à l'étranger, très souvent, ils ont un refus. Or, le Code de la propriété intellectuelle précise que la reddition de comptes est une obligation de transparence. Exactement. Et donc, par ce biais-là, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une obligation légale de donner tous les éléments à l'auteur pour qu'il puisse apprécier ça? Complètement. En principe, la reddition des comptes doit être claire et intelligible. Exactement. Et c'est vrai que quand on regarde une reddition de comptes, généralement, c'est plutôt ésotérique, quoi. On ne comprend rien.
Donc voilà. Je crois que c'est ça la phrase de ce live, on s'en souviendra. Non, mais c'est triste à dire, je trouve. Et c'est bien pour ça que la nouvelle directive en droit d'auteur, donc droit d'auteur et les droits voisins sur le marché unique, là, du 19 avril 2019, si je ne me trompe pas, prévoit justement un renforcement de cette obligation de transparence. Parce qu'effectivement, je pense que... La transposition, où est-ce qu'elle en est à l'heure actuelle? Aucune idée. Généralement, en moyenne, c'est 5 ans. Oui, il y a 5 ans pour transposer. Oui, pour transposer, voilà. Donc 2019, donc il faut surveiller ça avec attention. Ouais, au maximum. Donc la transposition peut intervenir plus tôt, mais c'est au-delà de 5 ans, la France engage sa responsabilité vis-à-vis de l'Union européenne. Non, attends. Oui, c'est ça. Je confonds le Conseil de l'Europe et l'Union européenne encore. C'est une honte, mais... C'est pas grave. C'est tolérant durant ce live. Nous arrivons à la fin de ce live, justement. On a parlé droit d'auteur, on a parlé contrat d'édition, on a parlé cession versus travail de création. On a parlé aussi des limites, en fait, de ce système, pas forcément dans ce qui est intégré dans les textes à l'heure actuelle, mais dans la pratique, dans la mise en pratique. Nicolas, qu'est-ce que tu retiens de nos échanges ? Je retiens qu'effectivement, comme tu viens de le dire, et comme on le craignait, il y a une disparité très forte entre le contenu des textes et la réalisation concrète des droits des auteurs. Il y a quand même un point qui m'a particulièrement, qui a éveillé mon attention, on va dire, et c'est peut-être une piste, c'est le rôle des agents qu'on a évoqué à plusieurs reprises et qui ont un rôle fondamental dans d'autres pays, qui ont un rôle fondamental dans certains secteurs de la création artistique en France et pas dans d'autres. Et je me demande si, alors évidemment, il y a les organisations professionnelles, les associations, etc., mais est-ce que l'agent n'est pas aussi justement ce maillon manquant qui, lui, serait... Parce qu'on peut informer les auteurs, on peut les aider, on peut les accompagner, mais un auteur, c'est pas son boulot d'aller examiner clause par clause son contrat, c'est pas son boulot d'aller au charbon contre un éditeur quand la reddition des comptes n'est pas satisfaisante. Peut-être que... Et la dimension purement contentieuse d'aller démarcher un avocat, etc., elle est aussi... c'est un cran au-dessus. Donc peut-être que l'accompagnement, la représentation par l'agent, c'est une façon de combler cet espace et c'est le maillon peut-être manquant qui permettrait une réalisation plus effective, plus concrète des droits des auteurs. Alors ce qui est sûr pour te répondre, parce que c'est une question des agents qu'on a beaucoup étudiée, et puis par ailleurs dans mes engagements personnels, j'avais fait une tribune de Actualité il y a 5 ans qui avait fait grand bruit sur le fait que j'étais représentée par un agent littéraire. Et là, c'était la catastrophe. Les agents littéraires vont-ils se normaliser ? Ce que je trouve très intéressant, c'est que ce qui est sûr, c'est que par rapport à d'autres secteurs, et nous sommes nombreux à avoir des pratiques dans d'autres secteurs, publicité, audiovisuel, disons qu'au moins les contrats de cession ne sont pas dans des zones de total non-droit juridique. Nous, c'est vrai qu'on est vraiment dans des contrats dans la pratique, souvent qui sont carrément illégaux, en fait. Donc, ça montre que par ce manque d'intermédiaires, quelque part, ne serait-ce qu'individuel, il y a eu des dérives dans les pratiques qui, aujourd'hui, sont même devenues des usages et qui sont dramatiques. Là où je mettrais une nuance, c'est que, tout d'abord, les agents et leur structuration en tant qu'agence vont, quoi qu'il en soit, défendre et représenter très souvent des auteurs et autrices qui ont un certain succès et elles-mêmes, dans leur champ de talent, évidemment, vont voilà, quelque part sélectionner une petite partie des auteurs et autrices. Et puis, je dirais que je crois qu'il faut faire attention, de manière générale, aux encadrements des pratiques. C'est qu'aujourd'hui, comme il n'y a pas de pratique des agents littéraires qui sont encadrés, vous avez un certain nombre de grands noms qu'on connaît et qu'on sait vertueux, mais vous avez, hélas, la pratique de contrats de représentation d'agents qui sont catastrophiques, où on va vous demander 30% pour être représenté, etc. Ça montre que le fait qu'il n'y ait pas de professionnalisation du métier d'agent littéraire en France a donné lieu à des biais qui vont aussi porter préjudice aux auteurs. Donc j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est peut-être un juste milieu à trouver entre la négociation collective de syndicats puissants et la mise en place d'une négociation collective qui fixerait au moins des minimums, on va dire, et ensuite toute cette liberté contractuelle, évidemment, avec des agents et des intermédiaires pour essayer de rehausser les conditions. Félix, Naïma, pour conclure. Naïma, vas-y, je te laisse la parole, Naïma. Lâchement. Oui, c'est vrai que dans l'idée, la plupart des auteurs, quand on leur parle d'agence, ça les fait rêver en grande partie parce qu'on déteste tous devoir décortiquer nos contrats et on déteste encore plus devoir aller les discuter. Le coup de téléphone que tu dois passer à ton éditeur pour réclamer des choses dans ton contrat, c'est genre le truc où tu mets une semaine à tourner autour de ton téléphone en attendant d'avoir le courage de le faire parce que t'as pas envie.
Donc c'est vrai que dans l'idée, plein de gens se disent un agent, j'adorerais, ce serait mon rêve. Après, en effet, il faudrait vraiment encadrer la pratique et puis savoir, voilà, il faudrait juste un label, quelque chose pour savoir à qui on a affaire, parce que sinon, c'est vrai que de nos jours, c'est à la fois extrêmement difficile en fait de trouver un agent qui accepte de te représenter si tu n'es pas en effet un grand nom et si tu gagnes pas déjà beaucoup d'argent. Et puis du coup, avec en effet, comme tu le disais, le risque de tomber sur quelqu'un qui ne te représentera pas nécessairement au mieux et ne fera pas nécessairement passer tes intérêts en premier. Félix, qu'est-ce que tu retiens sur l'ensemble de ces échanges sur le droit d'auteur Alors pour rebondir sur l'agent, je pense qu'effectivement ça s'adresse à une catégorie professionnelle d'auteurs qui sont plutôt assis dans la profession et qui gagnent plutôt bien leur vie. De jeunes diplômés n'auront jamais le réflexe ou d'aller voir un agent. Donc je pense vraiment par contre que le milieu associatif, que ce soit la Ligue des auteurs, que ce soit Centrale Vapeur, je pense que ce sont vraiment des acteurs clés qui peuvent permettre surtout aux jeunes de faire leurs premières armes, de ne pas tomber dans les pièges terribles qu'il peut y avoir. Et cela, en plus, a un coût sûrement moindre qu'un agent. Donc vraiment, et je pense vraiment, en plus, ce domaine des artistes-auteurs, je pense, a la chance d'avoir un nombre de représentants d'associations. Donc je pense qu'il faudrait surtout aussi travailler là-dedans. Permettre aux associations, pareil, de représenter leurs membres en justice, par exemple. Je ne sais pas si la Ligue le peut. D'ailleurs, ce serait peut-être dans vos statuts. Syndicat peut ester tout à fait en justice. Aujourd'hui, une association aussi, justement, par contre. Au titre de la profession, au titre des membres, c'est ça la différence. Oui. En effet, on peut accompagner des membres, ester en justice au nom de la profession, c'est encore autre chose. C'est-à-dire si on veut aller dans un niveau collectif encore plus large, ce sera c'est là qu'on a besoin de syndicats. Non, mais ça, je pense que c'est vraiment le point important et à retenir. Et après, pour le mot de la fin, globalement, effectivement, on voit vraiment cette dichotomie entre, d'un côté, une consécration de l'auteur, une protection du droit d'auteur, et après, concrètement, effectivement, un manque de protection, des rémunérations qui ne sont pas équivalentes, qui ne sont pas proportionnelles et qui ne sont pas équitables. Donc effectivement, il faudra pousser des changements, pas forcément des métamorphoses profondes, mais peut-être ajouter des verrous, structurer davantage et être aussi avec son temps, parce que c'est vrai que les pratiques par l'industrialisation se sont beaucoup développées. Oui. Et je pense que vraiment, effectivement, se regrouper, échanger, et qu'un auteur ne reste pas seul, isolé dans son coin. Parfait. Vraiment, je pense que ça, c'est le point central pour moi. C'est aussi pour ça que nous faisons ces vidéos live. Donc, c'était le mot de la fin. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ces vidéos live. Nous nous retrouverons dans 2 semaines et nous allons traiter encore de nouveaux sujets tout au long de l'année. Et puisqu'on est en période de confinement, retenez bien 2 jeudis par mois les vidéos live de la Ligue pour discuter professionnalité, statut artiste-auteur avec des invités tous différents d'organisations professionnelles, artistes-auteurs et experts. On vous dit à dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir. Au revoir.